Bienvenue dans Retour vers la culture, l'émission où je reçois ces gens qui vivent, chantent, jouent, streament, fabriquent cette culture, qu'elle passe par la musique, le cinéma, la littérature, le jeu vidéo ou encore bien d'autres arts. Je suis David Romieux, je reçois chez moi, posé à la cool, 3 invités qui font vivre cette culture, que ce soit sur le devant de la scène ou dans les coulisses. Bienvenue chez moi, bienvenue dans ma passion, la culture. Donc merci déjà à vous 3. Je vais vous présenter. Donc c'est la première émission et pour débuter cette nouvelle aventure, je voulais m'entourer de gens que j'aime infiniment, sauf un. Non, en fait, dans cette émission, il y aura vraiment que des gens que j'aime de tous les milieux. Mais pour débuter, je voulais vraiment débuter avec des gens qui sont importants pour moi et je voulais commencer en beauté avec vous 3. Et si vous découvrez cette émission, vous savez peut-être pas, mais j'ai une façon d'interviewer qui est un peu chelou. Je pense que certains peuvent confirmer ici. Et je vais commencer par présenter mes invités un peu à ma manière, avec des enquêtes un peu cheloues. Nina a peur. Ma première invitée, elle a sorti l'un des plus beaux albums de 2019, où elle exposait ses failles. Ok, sa voix est sublime. Ok, sa plume l'est encore plus. D'ailleurs, on parlait avec l'autre invité qu'elle a écrit pour un certain Ben Mazué. Mais Pomme, car oui, Pomme, c'est ma première invitée. C'est aussi cette fille qui aime s'enfermer à Mandeville, dans un chalet entouré par des loups. Mais c'est aussi cette personne, cet artiste qui envoie des cartons d'anniversaire à Cœur de Pirate quand elle a 13 ans. C'est aussi une personne qui a une passion pour les Golden Retrievers ou, dernière petite chose, qui a passé 30 minutes de sa vie dans un rideau rouge dans une chorale à Lyon. Bonjour Pomme. Salut, t'es très au courant quand même. Ma deuxième invitée, c'est sa première interview de toute sa vie. Alors qu'elle a été là pour gérer des millions, peut-être pas des millions, mais des milliers d'interviews avec des petites personnes comme par exemple Blackpink, Billie Eilish, Pomme, This Is, Big Flo Oli, ou encore une certaine Selena Gomez. D'ailleurs, elle a posé nue pour Selena Gomez. Non ? Non, voilà, raté. Elle a vu des gens de Polydor poser nus. Et ça, oui. C'est plus gênant. J'aurais bien aimé qu'elle pose nue, Nina, mais ça s'est pas passé. Elle le fera peut-être pendant cette émission. Ouais, c'est aussi une princesse des fleurs. Elle télétravaille avec Evoli depuis quelques mois. Apparemment, elle hurle chalot dans le bureau de Polydor pour la plus grande joie de Mareva. Avant de venir, elle s'est brossé les dents avec une brosse à dents de licorne. Bonjour Nina Verrier. Bonjour. T'avais presque tout juste. Mon dernier invité, c'est un ancien timide qui est devenu l'un des princes du stand-up. Ce sera aussi le seul invité de toute cette saison qui a une photo de moi exposée dans ses escaliers. Le seul avec qui j'ai passé une partie de l'été à dégommer des têtes de claqueurs sur The Last of Us 2, ou encore le seul qui a été mon assistant pour une interview. Les filles d'ailleurs, si vous voulez un peu l'énerver, au lieu de parler de vestibulite, vous pouvez aussi lui dire choubidou, ou lui parler de Tiffen. Bonjour Baptiste Caplin. Bonjour monsieur David Robu. Bonjour Choubidou. Bonjour, merci les filles. Déjà merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, ça me fait extrêmement plaisir. Mais je voulais commencer avec une petite chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui ment autour de nous. Pourquoi tu me regardes ? Non, pas toi. Ok. Le gouvernement. Oui, les anti-masques. Ouais, les anti-masques. Mais en fait, il y a une personne ici qui m'a dit oui, je connais pas les interviews, nanana. Et en fait, moi j'ai un pouvoir, c'est que je peux changer le visage de quelqu'un en quelques secondes. Je crois qu'il reste plus rien sur internet, donc ça va. Je pense que David il a inventé le dark web parce que c'est le seul qui arrive à trouver des trucs. Des doses quoi. Mais non, mais moi en interview il m'a ressorti des trucs des fois, mais j'ai complètement zappé. Mais on a parlé quand même de là où t'as pris les capotes avec Kian. Non mais il y a pas que ça. Tu as trouvé des trucs absolument. Mais c'est un fouille. C'est dark. Ouais. C'est un fouille merde. Il va tout trouver. C'est un brocanteur des interviews ce gars-là. Le pire c'est que Nina a dit qu'on pouvait rien trouver. Je l'ai ta chronique. Bah non mais ça. Faut surtout pas lui dire ça. Faut surtout pas lui dire ça. Elle est dans la tablette. Évidemment, c'est sûr et certain. S'il te plaît, non. Je la mettrai pas, mais en tout cas, il y a juste à chercher Radio Campus Nina Verrier, Avignon. Il y a la chronique en ligne. Non, mais c'était un podcast pour m'afficher ou il y a 2 autres invités, s'il te plaît. Tu faisais des interviews pendant le festival d'Avignon Non, j'étais sur Radio Campus quand j'étais étudiante et je faisais la chronique musique. Ça doit être trop mignon en vrai. Oui, bah oui. Elle était très timide, ça s'entendait. C'est vrai ? Ouais. Elle disait bonjour Nina. C'est pas vrai. Si, non. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art ?
Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Mais c'est de l'art, gros lard. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. J'arrive, surprise. Ma première question, en fait, elle est assez simple. Je voulais juste savoir, vous vouliez faire quoi quand vous étiez gosse? Moi, je voulais être prof d'anglais ou actrice. La musique, c'était pas tout de suite? Non, c'était ado, plus. Prof d'anglais ou actrice ou éternelle animatrice de colonie de vacances. Ah ouais? Ouais. Tu vois, genre juillet-août, tu veux que ce soit tout le temps? Ouais, mais même à l'année, t'as des centres aérés. Ouais, bien sûr, je l'ai fait, ça. Ouais, moi Tu aussi. trouves ça vraiment bien? T'as une spécialisation du BAFA ou pas? Oui, j'en ai une, c'est Sportco et je sais plus ce que c'est, Sportco, un truc comme ça. Moi, c'est Ouais. petite enfance. Petite enfance? Ouais. Ouais. 3-6 ans. 3-6, c'est la tranche d'âge que C'est tu ma préfères? tranche préférée. Ah Trop ouais. bizarre, tu sais. C'est ma tranche d'âge préférée. Ouais, moi, comme Polanski, moi je préfère les ados, moi. Moi j'adorais les ados. Ah, on peut pas le dire? Vive la liberté, on peut le dire. Non mais les ados, j'aimais bien, moi. J'aimais bien les ados parce qu'en fait, moi j'avais l'impression... Mais j'aimais bien sur les périodes de vacances scolaires quand même. Sur l'année, t'as quand même pas... sortie d'école, tout ça, au bout d'un moment, c'est très redondant. Les vacances scolaires, moi j'aimais bien parce que j'avais l'impression de me voir, moi, arriver ado très timide et t'arriver à former un groupe à un moment donné. Et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Pour moi, ça, c'est le meilleur. Tu voulais truc. faire ça comme métier? Bah, je l'ai fait pas mal pour gagner ma vie en attendant de monter sur scène, mais moi je voulais être basketteur professionnel, mais je voulais être noir. Je voulais être un basketteur black. Je voulais vraiment, je te jure, j'avais vraiment regardé est-ce qu'on peut changer sa couleur de peau et tout, machin. Comme Antoine Griezmann Diallo. Voilà, exactement. Avant que ça devienne polémique. Non, mais je voulais être basketteur. Voilà, j'avais des posters de Michael Jordan partout. Et puis j'ai vu que c'était pas possible. Et toi, Pourquoi? Nina? Pourquoi c'était pas Parce que je possible? n'avais pas le niveau. Tu sais très très vite, hein, quand tu vois très très vite si tu as le niveau ou pas. Ok. Moi, qu'est-ce que je voulais faire? Plein de trucs, mais j'aimais beaucoup la musique, mais je savais pas qu'on pouvait travailler dans la musique parce que j'étais une petite fille en Ardèche qui regardait Fan 2 et du coup, pour moi, travailler à Paris, c'était genre déjà pas possible d'aller à Paris et travailler dans la musique, pour moi, fallait connaître des gens et je connaissais personne, donc j'aimais la musique et j'ai réussi à y rentrer. C'est incroyable comment ce truc de l'art, on a toujours l'impression que quand on n'est pas... Parce que toi, si je me rappelle bien, tu es de Normandie. Claire, je sais pas d'où tu es. Lyon City Beach. J'ai toujours l'impression qu'en fait, on a l'impression que la culture, l'art, on a l'impression que c'est une secte et qu'on connaît personne. Inatteignable et riche, beaucoup d'argent. Non, mais je pense aussi c'est parce que c'est tellement jouissif, c'est tellement un loisir d'aimer l'art quand on était petit. Enfin, quand tu écoutes Michael Jackson, quand tu es ado, tu te dis jamais tiens, je pourrais devenir ce gars-là ou devenir le manager de ce gars-là ou quoi. Tu es juste en train d'apprécier et tu as du mal à te dire que c'est possible d'en faire un dérivé ou d'aller dans ce genre de métier. Moi, le théâtre, j'ai toujours adoré les one-man shows. C'est ce que je t'avais dit. Pour moi, c'est un amour que j'ai depuis... c'est comme ces jeunes qui se forment... Enfin, un groupe de potes se connaît depuis le collège, le lycée. Tu pars 8-10 ans, et puis tu reviens et tu te rends compte que dans ta ville natale, ils se sont mariés, ils ont eu 3 enfants. Et en fait, on a toujours été en phase. Moi, c'était ça. C'est juste que comme j'avais 0 cours de théâtre à 100 km à la ronde où j'étais, je ne savais pas que c'était possible. Je ne pensais pas que c'était possible. Mais c'est surtout que je pense que dans la musique et dans l'art, les musiciens, les artistes et tout, il y a une culture un petit peu d'un truc qui fait rêver et tout. Et je pense que c'est dur de s'identifier à Michael Jackson, par exemple, parce qu'il y a tellement de comment expliquer ça? Il y a tellement de costumes et de paillettes et tout que c'est dur de se dire moi je suis comme cette personne, tu vois. C'est plus tu admires cette personne et tu veux être comme cette personne, mais c'est rare de se projeter à travers un artiste en se disant genre en fait on est au même niveau. Parce qu'en fait un artiste, en plus un mec comme Michael Jackson, même s'il est sincère dans ses propos, dans sa musique, plus il grandit, plus il y a d'artifices, moins tu peux te reconnaître aussi. C'est un peu difficile des fois. Dans les années 80-90, en tout cas, il y avait cette culture-là de faire rêver les gens vachement. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai pas du tout cette fonction-là. J'ai l'impression qu'une meuf comme Billie Eilish, par exemple, elle est tout en haut là en ce moment. Et voilà, elle c'est moins ultra authentique. Quoi. Elle fait ce qu'elle veut. C'est plus facile de s'identifier à une fille comme ça, je pense. Ouais. Mais tu vois, c'est pas anodin que tu cites en référence Fan 2 parce que t'avais aucune passerelle à l'époque. C'est les crochets télé qui ont amené la Star Academy et tout, qu'on dit tu t'es un anonyme, t'as un petit talent, tu le développes en faisant des cours et des machins, et à la fin, t'arrives à la consécration de gagner et tu vas avoir un album. Là, aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, t'as Internet, tu crées ta chaîne YouTube, tu fais du buzz en 3 minutes et t'es ce gars connu. Moi, c'est ça que la nostalgie, j'en parlais avec Pierre Palmade qui regardait vachement la Star Academy et ça m'avait vachement étonné. Mais en fait, il m'avait dit, en fait, ce que j'aimais bien, c'est que ça avait un processus limite sain
d'arriver, d'intégrer l'académie, de prendre des cours, d'apprendre, de te tromper, et à la fin d'arriver à un truc. C'était beaucoup moins soudain que maintenant. Là, maintenant, tous les gens que je croise dans les comédie clubs ou les plateaux, les jeunes mecs qui veulent démarrer, les nanas, ils ont tous vu ce qu'on a tous fait. Et dit, j'ai vu tes sketchs, j'ai fait ci, j'ai fait ça, maintenant je peux aller dans telle scène ouverte, je peux faire... Il y a des moyens colossaux. Nous, à l'époque, on avait, Fan 2... moi, je me souviens, les Nous c'est nous, j'avais vu Jean Dujardin, je fais waouh, putain, il est marrant lui. Grain de star, t'as Jean Dujardin avec les Nous c'est nous qui débutent et c'était très cool d'ailleurs les Nous c'est nous et tu regardes son chemin son chemin de croix, son apprentissage, c'est hallucinant. Toi, t'as justement, ce qu'on en parlera après du rôle d'attaché de presse, est-ce que justement t'as eu des artistes qui ont eu ce passage dans la lumière directement et qui a pu être dangereux? T'as trouvé qu'il y a eu un changement psychologiquement? Les projets que j'ai accompagnés, ça fait 7 ans que je fais ça. Je trouve qu'ils ont eu des développements plutôt sains et Pomme, du coup, qui est autour de cette table. Moi, j'ai jamais eu de buzz. Voilà, je trouve que c'est quand même. Hein. Je trouve que quand tu fais clic et que justement tu reprends ce titre c'est un opening, non? Du voyage de Chihiro. Ouais, le Miyazaki. Je t'ai vu partout. Oui, mais c'est pas un buzz national. C'est un buzz de ton milieu à toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je t'ai vu quand même avec des mecs comme Rebeu d'Ether, tout ça. Donc sur Twitter, en tout cas, je t'ai vu énormément. Après, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que je t'ai pas vu après sur. Si, je t'ai vu aussi sur Facebook. Je suis pas devenue chroniqueuse chez Hanouna. Mais en tout cas, je t'ai vu énormément. Ouais, mais c'est mesuré en fait comme impact. Tu vois, c'est l'impact qu'on voulait que ça ait et c'est pas moi ça m'a jamais échappé. Il y a une différence entre buzz et impact. Ça m'a jamais échappé. Et moi, tu vois, Pomme, je suis pas du tout au fait de la musique. Enfin, David Issey, moi, j'écoute tout le temps les mêmes gens en boucle et tout. Moi, je te connais non, je t'ai pas reconnu, mais je t'ai reconnu ton nom. J'ai fait oui, bien sûr, je connais. Oui, donc, à un moment donné, il y a quand même un truc, il y a une bascule qui s'est passée. Oui, bah les gens. Mais après, moi, c'est du travail ça a pris 10 ans. Donc c'est pas bien. Du tout un buzz quoi. C'est le bon temps qu'il faut. Bah moi c'est à l'ancienne alors que je suis plutôt de la génération dont vous parlez de jeunes qui font le buzz mais je crois que je suis un des seuls exemples de mon âge. Ouais, parce que moi je t'ai interviewé, t'avais 14 ans. Ouais. T'étais avec Mathieu 16 ans ouais. Ouais, et je me rappelle que la seule chose qui te préoccupait c'était de savoir si t'allais pouvoir sécher les cours de sport. Ah ouais. Tu avais dit ça, le VS. Tu voulais une dispense? J'ai eu beaucoup de dispenses d'assiduité dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que toi, t'as un cheminement qui est long. Je vais prendre à l'ancienne un peu. Parce qu'on parlait des buzz, mais par exemple, des fois, le talent, il arrive et il te bouscule, quoi, comme la vieille chanson. Mais par exemple, Angèle, on la connaît juste avec une session avec Roméo. Elle balance la loi de Murphy, elle est numéro 1 directement et tout le monde fait c'est qui cette fille? Des fois aussi, le buzz, ça vient juste parce que le talent, il est immense, quoi. Oui, bien sûr. Bah souvent ça va ensemble, après ça va pas toujours ensemble, mais en tout cas moi je peux pas trop parler de ça parce que j'ai pas trop connu ça. Enfin j'ai beaucoup d'amis qui ont connu ça et du coup je l'ai connu en tant que spectatrice parfois de près, mais j'ai jamais vécu ça et mais moi je crois que j'aurais pas. Il y a aussi un truc où tu le provoques un peu et où quand tu cherches ça, je pense que tu fais des contenus aussi en fonction de ça. Et moi j'ai jamais cherché ça parce que je sais que ça me rendrait pas du tout heureuse. Et du coup voilà c'est comme pour moi, c'est aussi un peu le même principe dans les télécrochets et tout. Il y a un truc il y a la musique ou l'art, mais il y a aussi la reconnaissance et la visibilité, quoi. Il y a un truc autour de la visibilité et moi, j'ai toujours essayé de faire ma musique en fonction de moi et pas tellement en fonction de la visibilité. Donc du coup, j'ai jamais trop été attirée par les télécrochets et les trucs comme ça qui combinent les deux, quoi. Même si on t'avait dit, allez, faire un petit morceau un peu, il y a un auteur-compositeur qui peut te faire un morceau un petit peu plus commercialement, machin. Non. Moi, tu me connais pas. Hein. Mais non, mais d'accord, mais très bien. Non, mais surtout, je vois ce que c'est dans la musique. Je vois que, moi, je suis très ami avec Ben Mazouet, tu le sais, depuis des années. Pourtant, je suis fan de sa musique. Mais tu vois, un jour, je lui ai dit, mais c'est marrant parce que t'as pas une chanson où on connaît le refrain. Tu vois, j'ai un truc vraiment beauf à mort à dire. Je dis mais t'as pas envie de faire une chanson où le refrain c'est c'est ça, c'est et en plus ça me saoulait parce que je voyais qu'il écrivait des chansons, il a écrit pour d'autres gars, enfin c'est pour qui il a écrit. Et je dis mais t'es capable de le faire 1500 fois et en plus toi ça serait trop bien, mais en plus moi je suis de ce côté-là, j'ai pas envie de faire des sketchs. Tu vois, à une époque, on me parle de Nature et Découverte, de Koh-Lanta et tout. C'est des trucs quand j'ai démarré parce que j'avais rien à raconter. Je pouvais pas parler de ma vie, j'avais 23 ans. Mais aujourd'hui, ça vaudrait le coup de faire un sketch. Tu vois, Koh-Lanta est en top tweet. Je fais un 5 minutes sur Koh-Lanta très drôle. Je le balance le vendredi soir sur Twitter. Je peux faire, si j'ai un très bon sketch, je peux faire des millions de vues. Et j'ai pas envie de le faire. Verino, c'est ce qu'il fait, réagir à l'actualité aussi. Ouais, Verino, il s'est mis à le faire. C'est bien. Enfin, il remplit sa salle différemment, mais il envoie du contenu à mort.
La voix des contenus à mort. Vous vous rappelez de la première fois où vous avez commencé à toucher vraiment l'art que vous faites aujourd'hui, ce premier moment, ou même le moment où toi tu t'es dit, Nina, tiens, attaché de presse, ça pourrait être pas mal. Alors oui, attaché de presse, je ne savais pas ce que c'était en fait. Ouais, c'est vachement... Ouais, le métier d'attaché de presse, quand moi quand je regardais les émissions justement Fan 2, tout ça, j'imaginais pas que derrière il y avait une petite dame, une attachée de presse qui avait appelé, enfin pas pour Fan 2, mais par exemple... c'était quoi Graines de Star. Ouais, Graines de Star. Enfin, toutes les émissions en fait à la télé, parce qu'à l'époque Internet c'était pas trop ça, quoi. Quand j'étais petite, je suis très vieille. Et du coup, maintenant, quand je regarde la télé, j'imaginais pas qu'il y avait une femme ou un homme qui faisait ce métier d'appeler des programmateurs à la télé et qui disait voilà, il y a cet artiste, est-ce que tu voudrais le prendre pour qu'il fasse son titre? Moi, je savais pas. Je pensais que l'artiste, je sais pas, il connaissait le présentateur, il y allait et puis c'était cool, quoi. Et ouais, non, du coup, on connaît pas ce métier. Et puis, très souvent, j'ai fait des études de com et j'entendais non, mais les attachées de presse, elles sont toutes connes. Ouais. Bref, c'était vraiment que des stéréotypes. On me donnait que des stéréotypes. La meuf, ouais, elle est bête, elle s'habille n'importe comment, et elle connaît rien à son métier. Hashtag sexisme. Ouais, un peu. C'est vrai qu'il y a une majorité de femmes d'ailleurs en attachée de presse. Ouais, c'est rare quand même les mecs attachés de Hyper presse. rare. Dans la musique, je trouve qu'il y en a quand même de plus en plus. Mon mec est un attaché de presse. Enfin, mon mec. mon attaché de presse est un mec. Mais, non, dans la musique, c'est rare en tout cas. Dans la musique, honnêtement. Il y en a quelques-uns. Que des filles. Que des filles avec des prénoms qui finissent par A. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ok, c'est pour ça que j'ai été recrutée. Mais non. non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de clichés sur les attachés de presse et malheureusement. Et en fait, moi, juste pour mon parcours, c'est que j'ai été chez Universal en stage. Par chance aussi. J'ai l'impression que tout mon parcours n'est que de la chance et des bonnes rencontres. Ou du talent qui provoque la chance. C'est gentil. Et j'ai vu en fait l'annonce de l'attaché de presse à la fin de mon stage dans le hall et j'ai lu toute l'émission et je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire, mais je le savais pas. Donc je l'ai su à la fin de mes études que c'était ça en fait, que j'avais envie de parler de musique à des gens qui aiment la musique, les journalistes, et que je voulais à tout prix faire connaître les nouveaux talents aux gens. En fait, je le savais pas, mais je suis attachée de presse depuis toujours. Dès que je découvrais un nouvel artiste, quand j'avais 10 piges, j'en parlais. Ah, t'as pas écouté cet album, il faut que tu l'écoutes. Et je prenais la tête des gens. Et au bout d'un moment, tellement relou, ça c'est une caractéristique de l'attaché de presse très importante. C'était bien insistante et puis les gens ils écoutent et ils finissent par aimer. Moi c'est ma satisfaction ultime quoi quand je fais écouter un album ou quand j'envoie un titre de pomme et qu'on me dit ah c'est pas mal, on va peut-être faire un truc. Là je fais la roue dans le bureau quoi. Oui, il y a de ça en fait. Tu parles de ta définition. Pour moi ta définition elle est bonne. D'attaché de presse en fait c'est juste quelqu'un qui est passionné par la musique et qui veut transmettre ses derniers coups de cœur, qui veut partager. C'est ça. Pour moi, c'est comme ça que je vois le métier. C'est un métier, c'est une vision hyper idéaliste, hein, parce que après on travaille. Elle mange des dragibus. J'ai voulu, mais ça fait vraiment trop de bruit. Ça fait beaucoup trop de bruit. On est posé tranquille. C'est comme au cinéma, je me fais tout le temps regarder mal parce que je mange du popcorn. Vous rappelez-vous le moment où justement vous avez découvert justement la musique, le stand-up, vous vous êtes dit c'est ça que je veux faire? Moi, j'avais 15 ans, je pense, et comme tu le disais au début, j'étais hyper admirative des artistes féminines, beaucoup, des chanteuses. Et je leur écrivais des lettres et tout. Ouais, CDP. Et Béatrice. Et en fait, je pense que j'avais un rapport au début très... justement, tu vois, on parlait au début de pas pouvoir s'identifier et de plutôt admirer et tout. Moi, je sentais que j'avais envie d'appartenir à ça. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Mais j'étais hyper... je sais pas trop comment expliquer, mais dès adolescente, je me disais, c'est ça que j'ai envie de faire. Tout en ayant l'impression que c'était inaccessible un peu parce que l'industrie de la musique fait que ça te donne pas spécialement l'impression que c'est accessible. Et puis, je crois que j'ai commencé à faire des concerts à 14-15 ans dans des bars à Lyon. J'avais très envie, en fait. Genre, à partir du moment où j'ai plus voulu être actrice, je me suis dit, en fait, je veux chanter. Voilà. Ça reste encore en toi, cette idée d'acting? Ouais. Surtout en ce moment, étrangement. Je mange des dragibus, du coup, il y a des bruits super bizarres. Tu ferais une bonne bruiteuse de bouche déjà. Ouais. Mais en plus, on a fait une interview ensemble où je faisais que des bruits de bouche dans un micro. Oui, ça reste complètement en moi. En fait, ça m'a un peu deg parce que quand j'étais petite, à 8 ans, j'ai passé un casting pour le film La Môme sur Edith Piaf. Ouais. Et c'était un peu traumatisant. Tu sais, il y avait que des petites filles de 8 ans avec leur mère qui ont très envie que leur enfant soit acteur et qui sont en fait les actrices quoi, du projet. C'est plutôt les mères et les pères. Et ils regardaient les yeux des petites filles à la lumière du jour parce qu'il fallait avoir les mêmes yeux que Marion Cotillard, mais tu sais, vraiment
la couleur près, à la teinte près, parce que quand t'as 8 ans, on peut pas te mettre de lentilles. Et du coup, ils m'ont regardé les yeux à la lumière du jour et ils m'ont dit ouais, c'est dead et tout, toi t'as les yeux verts. Et j'étais là genre, oh, c'est horrible et tout. Genre, je suis montée au truc et ils m'ont dit tu peux y aller quand même, mais t'as les yeux verts et on pourra pas te mettre de lentilles, donc c'est mort, tu vois. J'étais en mode ok, mais c'est horrible en fait. Genre, j'ai même pas eu le temps de faire mon essai, tu vois, que en fait c'est déjà mort. Et du coup, j'y suis jamais retournée et je me suis dit toute ma vie, enfin depuis ce moment-là, je m'étais dit que je pourrais jamais être actrice parce que j'avais cette espèce de trauma, de mini-trauma quand j'avais 8 ans, tu vois. Le casting, en fait, c'est traumatisant, j'ai l'impression. Un Parce qu'il y en a peu. beaucoup qui ont été... Toi, C'est intense un casting. J'en ai fait plein des castings, ouais, mais c'est très dur. Mon premier rôle, je l'ai eu sur un casting raté. Mon agent, il m'envoie sur Radio Star, le film de Romain Lévy, et je lis le scénario. Je dis, mais c'est pas du tout mon profil. Et donc, j'arrive, je vois que Romain Lévy, très gentil, il me reçoit, il me dit, on fait le casting et tout. Et je dis, mais... je le regarde, je dis, mais t'es pas dupe quand même, tu vois très bien que physiquement, ça va pas. Et en fait, mon agent m'avait envoyé pour que la directrice de casting me voie. Et la directrice de casting a dit, ah non, on va pas le prendre pour le film, effectivement, on savait que ça collait pas, mais en revanche, pour un autre film, il est bien. Il peut, et c'était pour New York. Mais le casting est très traumatisant. Et encore, moi, je suis tombé sur une nana absolument adorable, vraiment l'assistante directrice de casting qui fume des roulés, qui est très cool, très détachée et tout. Et je me souviens quand j'ai été pris, parce qu'effectivement, elle me donnait la réplique, elle n'était pas très très douée du tout. D'ailleurs, le réal, ça l'a tellement choqué qu'il a mis les essais dans le bonus du DVD. Il a dit, vous voyez comment on joue. Mais elle était tellement gentille que quand j'ai eu le rôle, je lui ai envoyé un mail pour dire, je tenais à te remercier parce que tu as vraiment été sympa. Et elle m'a dit, non, fais comme ça, si tu veux le refaire. On était vraiment deux dans une pièce gigantesque. Alors que ça aurait pu très très mal se passer parce que j'avais effectivement des retours de casting traumatisants. Mais j'en ai fait des retours de casting traumatisants. Je m'en fous, je vais le dire, ce sera repris, je m'en fous. Pour le Yves Saint-Laurent avec Pierre Ninet, je fais les essais pour jouer Jacques Debacher avec le directeur de casting. C'est son amant, non, Jacques Debacher. Ouais, avec ça. Nicolas Ronqui, que je connais un peu et qui se passe super bien. Et il me dit, ok, Jaïl Lesper veut te voir avec Pierre Ninet. Et donc, quand tu rentres dans le rôle de Jacques Debacher, c'est un homosexuel qui est mort du sida, qui est un peu sadomaso, qui a vraiment perverti Yves Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment un rôle... c'est un rôle vraiment très noir. C'est un rôle noir, quoi. Surtout avec Jaïl Lesper, qui a un cinéma noir. Mais moi, surtout, c'est que je me dis, mais je joue avec qui ? Tu vas jouer avec Pierre. Donc, je dis, putain, Pierre, je le connais un tout petit peu. Il va quand même falloir que j'aille le plotter, que je commence à draguer un gars. Tu vois, c'est dur. Tu vois. Et je fais je vois Pierre arriver. Et Jalil aussi, on est chez lui. Jalil très détendu, très machin. Et on fait le truc. Et Pierre joue. Je vois que Pierre commence à jouer avant Saint-Laurent. Donc déjà, il fait 2 secondes. Je fais, ok, bon, là, il a un César, c'est sûr. Et moi, je joue, je suis pas à l'aise. Tu vois, je sens que je suis en train de rougir. Tu vois. Et on arrête la scène. J'ai l'espère. Il fait, bah, on va en refaire une. Puis en plus, c'est bien, t'es hyper à l'aise. Et il part et on refait. Je fais, waouh, mec, espèce d'enculé. Bah. Je m'en fous, ça sera sorti. Mais il a vraiment, si tu veux te faire niquer un truc, vraiment briser un truc en toi, si t'es pas fort mentalement, et moi je savais que c'était pas crédible, moi en gars qui drague Pierre. Mais le message qu'il t'envoie, genre, c'est bien, t'es à l'aise. Genre, il t'envoie une vanne pour essayer de faire genre, t'es pas bien. Je dis, mais gars, t'es un mec faible, tu le brises là. Moi, je m'en branle, je suis sur scène et tout, c'est un truc bonus, tu vois. Vraiment, le directeur de casting a baissé la tête, Pierre, il a baissé la tête, il y avait vraiment un truc très malaisant. Donc, je me dis que ça arrive très souvent. Et des castings sont très, très durs. Je suis sorti du truc, je dis, bon, je l'ai pris à la rigolade, tu vois. Moi, je me pose toujours cette question, parce qu'en fait, les artistes, on les voit, vous rayonnez. Il y a les petites mains comme toi, Nina, tu les mets en lumière, mais je me dis que des fois, ce que vous prenez dans la gueule, par exemple sur un casting, ou même dans la vie, ou même maintenant avec les réseaux sociaux, même si, je pense que vous coupez court, vous ne regardez pas, mais les critiques que vous prenez des fois dans la gueule, on parle souvent de la page blanche, de la solitude des artistes, ça doit être extrêmement difficile à vivre. Ouais, moi je me fais beaucoup insulter sur Internet parce que je parle de sujets qui fâchent. Et du coup... comme quoi, par exemple ? Comme le féminisme, la vestibulite, je dénonce plein de trucs, mais c'est même pas de la dénonciation, c'est juste que juste des sujets qui les intéressent pas eux, quoi. Non, c'est même pas que ça les intéresse pas, c'est que ça les dérange parce que c'est des gens qui n'ont pas envie d'entendre, qui n'ont pas envie de changer, quoi, qui n'ont pas envie que ça change. T'en parles sur quoi ? Sur Twitter ? Non, Twitter, j'ai arrêté parce que c'est l'enfer sur Terre. Ouais, c'est le royaume de la haine. Je me suis fait menacer de mort 500 000 fois. Genre, ça va pas du tout. Mais sur Instagram, et même Instagram maintenant, en fait, les réseaux sociaux globalement,
c'est vrai, comme tu dis, que moi, avant, j'avais tendance à... Enfin, quand tu commences à utiliser les réseaux sociaux, tu poses des trucs et puis tu regardes ce que tu as comme retour, parce que c'est un peu le but, quoi. C'est de poster des trucs et d'avoir un retour. Et puis, au fur et à mesure, je me suis mis à poster des choses et ne pas regarder effectivement ce que j'avais en retour et à juste donner des informations, dire voilà, je serai en concert à tel endroit, je sors un album à tel moment, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou à parler de choses qui me concernent et de causes dont j'ai envie de parler. Mais par contre, je ne regarde plus du tout les réactions des gens parce que c'est l'enfer sur Terre, en fait. Toi, comment tu gères justement les artistes des fois qui peuvent avoir ces retours-là? Alors moi, je gère pas cette partie-là, mais oui. Parce qu'en fait, moi, je t'ai déjà écrit en disant ouais, il y a des commentaires horribles sur telle promo qu'on a fait ensemble et tout. Parce que pour moi, toi, Nina, le rôle d'un attaché de presse, c'est une sorte de grande sœur, et en plus dans le web. Parce que par exemple, je vais prendre un exemple. Moi, je me rappelle avoir fait l'interview de Big Flo Oli en 2012 et tu les accompagnes, 2012-2013 plutôt, 2013. Ouais. On les accompagne au Printemps de Bourges. Ils sont inconnus. Donc, c'est-à-dire que tous les grands médias, ils s'en foutent royalement de Big Flo Oli. Et il y a quelques petits médias qui sont là. Et justement, en 2013-2014, c'est pas encore la grande période du web. Parce que maintenant, un artiste qui émerge, il dit je veux faire Click, je veux faire Colors et je veux faire Combini. Et à cette époque, tu faisais genre des blogs, des toutes petites chaînes YouTube et tout. Et moi, j'ai l'impression qu'une attachée de presse, c'est aussi des fois une grande sœur qui accompagne ces artistes-là pour qu'ils commencent à découvrir aussi le media training, qui découvrent les interviews. Et tu accompagnes en fait quelqu'un en fait jusqu'à ce qu'il soit, par exemple Big Flo Oli, maintenant tu peux les lâcher tranquillement, les mecs ils ont fait des stades qui volent de leurs propres ailes. Il y a un documentaire qui est sorti sur eux, ils ont une grande vie maintenant, tant mieux pour eux. Mais tu les as accompagnés en fait au début comme une sorte de grande sœur. Est-ce que toi justement des fois, comme avec Pomme, est-ce que des fois tu es là aussi comme une sorte de grande sœur à les conseiller, à les aider sur les retours qui peuvent être violents? Ben ouais, c'est ce que quand tu as évoqué ça, justement, les commentaires négatifs et la haine d'Internet, ce qui est fou, c'est parce que moi je suis attachée de presse web, donc spécifiquement sur ce support-là. Ah ouais. Et j'aime autant que je déteste Internet, donc j'ai une relation d'amour-haine avec mon métier en plus, parce que je trouve qu'il se passe des super belles choses qui ont fait que certains artistes en sont là où ils en sont, et je suis trop contente. Mais en effet, il y a des choses horribles, et ce qui me rend très triste, je suis très sensible, donc voilà, c'est pour ça qu'aussi je fais mon métier avec beaucoup d'amour. Mais quand je vois ce que peuvent dire certaines personnes qui sont, en fait, pour moi je suis une personne normale, c'est pas parce que je travaille avec des gens qui sont connus que je suis pas normale, donc je suis complètement normale et je prends le métro, tout ça, et je me dis, tous ces gens là qui sont autour de moi, parfois ils prennent la peine gratuitement et sans savoir d'insulter des gens avec qui je travaille, que j'aime beaucoup et que je connais, et qui sont juste, franchement, pour la plupart des super êtres humains. Et juste sur un petit détail, une petite phrase, un truc qu'on a sorti d'un contexte, on se permet de les attaquer et de leur faire vraiment très très mal. Et je crois que les gens ils se rendent pas compte à quel point ça peut être destructeur, et que ça peut freiner, et que ça peut faire. Enfin, il y a des gens, ils sont traumatisés, après ils veulent plus faire d'interviews sur tel média parce qu'ils se disent oh là là, il va se passer ça, alors que ça peut aider aussi leur carrière. Donc ouais, c'est compliqué et ça me rend triste. J'essaye souvent de rassurer, de relativiser, de se dire que la majorité, elle est silencieuse, et qu'en fait, les gens, ils pensent du bien, et que ceux qu'on voit qui disent des choses négatives sont juste en fait des haters dont c'est la passion ultime de ne faire que ça. Donc ouais, j'essaye de relativiser, mais je comprends que les artistes soient hyper touchés par ça, et je leur conseille juste de ne pas regarder, en fait. Oui, il y a un exemple concret il n'y a pas si longtemps, c'est par exemple avec Mignonne de Maïmana Doucouré. Le film, ouais. Mignonne, du coup, quand même, c'est un excellent film qui a eu des critiques incroyables en France. Aux États-Unis, en fait, il est sorti sur Netflix, sauf qu'ils n'ont pas mis la même affiche, et l'affiche, elle est très aguicheuse. Et les gens ont critiqué le film en disant ouais, c'est un film sur la pédophilie, c'est horrible, tout ça. Alors que le film, il dénonce ça, justement. Et là, tu regardes, tu disais justement que des fois, les artistes se font critiquer sur des petites choses. Là, les gens ont critiqué le film sur une séquence du film et une affiche. Ils n'ont pas vu le film, mais tout le monde dit oui, c'est un film sur la pédophilie. Des fois, c'est vrai que Internet, c'est excellent pour la promotion et tout, mais c'est horrible en termes de haters, parce que les gens ne vont même pas chercher à... C'est comme un titre d'article. Il y a un article, tu regardes juste le titre, mais tu ne regardes pas le contenu. Ouais, tu regardes juste la quote, en fait, juste la petite phrase, et puis sorti du contexte, c'est pas du tout ce que voulait dire la personne. Le pire, c'est que tu vois, dans la vraie vie, quelqu'un qui vient dans la rue et qui te dit genre je vais te casser les genoux, grosse pute, c'est puni par la loi. Et en fait, sur Internet, c'est hyper compliqué tu vois, d'aller jusqu'au procès. Et franchement, c'est une grosse galère, et c'est hyper mal géré par le système de justice, parce que c'est nouveau, en fait. Et du coup, genre, quand tu dois porter plainte contre cyberharcèlement, tu dois déjà lire tous les commentaires pour surligner les pires trucs, et il faut que ça porte atteinte à ton intégrité. Et il faut surtout que, pour que ce soit considéré comme du harcèlement, il faut surtout que ce soit la même personne qui t'ait écrit, je sais pas, genre,
15 messages. Et en fait, souvent, ce qui se passe quand tu te fais harceler sur Internet, c'est que tu te fais harceler, mais par 100 000 personnes. Et du coup, chaque personne va t'envoyer un message et toi, tu le reçois comme du harcèlement. Mais la justice ne le reconnaît pas du tout comme du harcèlement. Et en fait, c'est hyper mal géré. Et en fait, les gens qui font ça, à aucun moment, on leur fait comprendre que ça se fait pas et que c'est dangereux et que c'est pas OK, puisqu'ils le feraient probablement pas dans la vraie vie, puisque c'est interdit pour le coup. Mais par contre, derrière leur écran, c'est hyper facile et c'est pas du tout condamné, en fait. Donc, du coup, c'est limite, il y a certains médias qui utilisent ça pour buzzer, justement. On parlait du buzz et tout. Plus il y a des commentaires, même s'ils sont négatifs, mieux c'est, tu vois. Et du coup, c'est hyper destructeur pour la santé mentale. Donc, oui, pas regarder, c'est un peu la seule. Ignorer, en fait, c'est un peu la seule solution. Tu fais ton truc, t'es content de ton truc. Si toi, t'es OK avec le contenu qui a été posté, en fait, t'as pas besoin d'avoir des retours. Mais en début de carrière, quelqu'un qui. Ça qui est compliqué, c'est que les médias, en début de carrière, ils te donnent l'impression que tu peux pas vivre sans eux, en fait. Et du coup, t'arrives sur un média, tu fais ton truc, tu te fais harceler, bah ça t'atteint forcément. Je pense que ça dépend de là où t'en es aussi et que tout le monde n'a pas forcément la capacité et aussi tout le monde n'a pas la situation idéale pour réagir à ça, quoi. Bah, du coup, en revenant à la discussion de départ, quand tu as un buzz alors que tu n'es pas prêt du tout, si tu te prends 2 secondes après une rafale de haine, c'est très très compliqué. Bah ouais. Mais il ne faut pas lire en fait. Les réseaux sociaux, c'est un trottoir virtuel pour les gens qui n'ont pas de couilles. Jamais de la vie, un gars est venu me voir dans la rue en me disant t'es pas marrant. Enfin, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et les réseaux sociaux. Non, mais quand bien même, tu dis ok, très bien, pas de souci. Moi, je n'ai rien à branler qu'un mec me dise t'es pas drôle ou t'es ça m'atteint pas en fait. Déjà c'est le courage après, de venir dire la chose. Non mais c'est pas t'es pas drôle, c'est en général c'est genre je vais te violer dans un coin de ruelle, quoi, tu bien vois, sûr, je comprends que ce soit drôle. très violent, mais en vrai les réseaux sociaux de toute façon ça maintenant c'est pour moi c'est intégré. En fait, faut l'intégrer en fait. Enfin je comprends que ce soit très violent et tout, mais c'est partie intégrante du fait que maintenant les réseaux sociaux sont peuplés de trous du cul. Le jour où Instagram, Twitter et Facebook, ils auront les couilles de dire ok, maintenant c'est simple, si vous voulez poster n'importe quoi, n'importe quel commentaire, c'est simple, c'est nom, prénom, photo d'identité. Et c'est terminé, il n'y a plus de pseudo. C'est votre nom et votre prénom. Comme ça, il n'y a pas de ah ouais, bah moi c'est Black Snake 28, donc je suis obligé de m'appeler Black Snake 1925. Non, c'est David Romieux, il y a ta taufe et c'est réglé. Comme ça, si tu dis sale pute, je vais t'enculer. Bah, très bien, David Romieux, t'es attaqué en justice. Mais c'est réglé. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Seulement, le jour où ils le feront très certainement après qu'il y aura eu plein de morts, plein de suicides et tout. Ça leur sert. Mais en vrai, la multiplication des profils, ça sert à rien. Le jour où il y a une loi qui va dire maintenant, c'est comme à la bibliothèque, nom, prénom, carte d'identité, basta, c'est terminé. Et les réseaux sociaux, et le problème est réglé. Derrière ça, un pseudo... Tous les mecs qui m'ont insulté ou qui m'ont dit t'es pas marrant, ceci, cela, avec le vrai nom et la vraie photo, il y en a 3. Il y en a 3. Personne n'ose le faire. C'est que des couilles molles. C'est pour ça qu'il faut pas... Après, bon, moi, je suis père de famille et tout, j'ai d'autres priorités. Je poste un truc, je m'en fous, je regarde pas, tu vois. Mais sur harcèlement que peuvent avoir les artistes... bien sûr, je comprends, c'est ultra violent, c'est horrible. Mais c'est pour ça aussi qu'à partir du moment où tu as une notoriété telle que, comme toi, tu peux avoir, ou des gens comme Angèle ou machin, des gens qui ont une notoriété suffisante, qui drainent énormément d'argent, à ce moment-là, c'est pas très compliqué. Il y a quelqu'un dans ta boîte de prod dont c'est le métier de gérer tes messages. Après, c'est à toi de gérer ça. Faut juste déléguer ce truc-là. Mais il faut vraiment se couvrir. Les réseaux sociaux, jamais dans la rue, quelqu'un viendra te dire ce qu'on t'a dit. Non, parce que c'est condamnable et que c'est interdit de... Non, mais même, jamais ils viendront. Les gens sont dans des états seconds. T'avais vu l'excellent Society, excuse-moi de te couper, ils avaient fait un truc absolument génial. Ils avaient été retrouvés les haters. Ils avaient regardé les gens qui avaient posté énormément de photos, énormément de commentaires, des trucs méchants, des mecs qui clashaient chaque émission de télé et tout. Ils avaient été chez eux. Vous avez vu les photos ? Non. Regardez le magazine et voilà, c'est bon. T'as juste à regarder la couve, tu fais ok, très bien. Il n'y a aucun problème. C'est bon. C'est des gens qui ont envie de ta vie et c'est des gens qui n'auront pas ce que tu as et qui n'ont pas l'épanouissement que tu as. Et Oshi, là, récemment, en mode, les gens, ils avaient son adresse et tout, et tu sais pas jusqu'où ça peut aller. C'est ça le truc, c'est que même si bien sûr, ça peut aller loin. Ça peut aussi... Il y a une chroniqueuse de Europe 1, je crois, qui s'est fait défoncer sa porte, en fait, par des mecs d'internet, tu vois. Donc quand ça dépasse le truc de enfin, c'est juste ça, c'est que c'est ok d'ignorer et d'être en mode genre ça n'arrivera pas dans la vraie vie, mais je pense qu'il y a des cas aussi où c'est le forum 1225, je crois, de jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Jeuxvideo.com, oui, c'est... Mais là aussi, on parle d'anonymat, mais par exemple, quand t'as Kevin qui est derrière son ordinateur et qui balance des insanités, c'est pas normal que Kevin il soit chaud comme ça, quoi. Oui, c'est ça. À 12 ans, genre. Bah ouais.
On va passer à un sujet un peu plus joyeux, parce qu'on était sur des menaces de mort. On va parler d'un sujet que Nina maîtrise à mort, c'est la menace de mort, n'importe quoi. La promo. Ouais. Comment toi tu gères ça ? Comment tu visualises ? Est-ce que par exemple, pour tel artiste, tu dis il faut avoir ce créneau-là, ou pour un axe où, par exemple, je te connais, donc je sais que tu vas pas faire des généralités, mais je pense qu'en fait, pour un tel artiste, tu fais une liste de médias qui pourraient mettre en valeur. Oui, alors il y a des médias qui peuvent parler de plein de styles musicaux, donc forcément ils vont se retrouver dans plusieurs plans promo. C'est comme ça qu'on appelle le plan d'interview qu'on prépare en amont, c'est le plan idéal. Mais moi, j'écoute la musique, j'essaye de comprendre l'artiste, j'essaye de comprendre ses valeurs pour savoir où est-ce qu'il veut aller. Par exemple, Pomme, oui, le féminisme, c'est quelque chose d'important pour elle. Donc, y a des médias qui en parlent plutôt bien. Donc, on essaye d'aller leur parler pour aussi parler de la musique, mais aussi d'autres valeurs. Et je sais pas où je dois aller en fait dans ma réponse. Comment tu gères en fait la promo Tu sondes les artistes avant. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien connaître. Alors, il y a la musique qui est très importante en effet, et il y a aussi la personnalité. C'est un tout en fait. Un artiste de musique, je pense que c'est un peu différent d'un acteur, parce qu'un acteur il va défendre un film, mais c'est un rôle, alors que l'artiste de. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. Pour en avoir fait plusieurs, la promo d'un film, c'est déjà en termes d'organisation, ça n'a rien à voir, parce que vous êtes des petits chiens qu'on amène dans... La fameuse presse junket, la journée presse junket, elle est horrible. En fait, on vous amène dans... Je sais pas si tu connais comment ça se fait. Non, moi, j'ai jamais tourné encore. En fait, c'est horrible, parce qu'en fait, ils te réservent... Tu crées un rôle sur une fille qui a les yeux verts. Ils te réservent un étage, et ils te disent... Viens Pomme, on va te mettre dans la chambre 242. Viens Pomme, on va te mettre dans la chambre 243. Et tu enchaînes ça toute la journée. Et les Américains, c'est pire. Ils restent sur leur fauteuil. Et là, ils font ça, c'est David. Ça, c'est Michel. Et tu enchaînes pendant 5 minutes. Les interviews sont très c'est courtes. C'est une des raisons pour lesquelles Daniel Craig ne voulait plus faire James Bond. Parce qu'il y a 7 mois de promo, James Bond. Et... Normalement, c'est plus de 2-3 mois, non ? Normalement, c'est. Non mais James Bond, il va dans le monde entier. C'est-à-dire que toi, tu fais Paris, lui, il fait le monde. Et dans le monde entier, on lui dit c'est 3 questions seulement, Daniel Craig. Et donc, 3 questions, t'imagines que tu as souvent les mêmes. Alors, pourquoi ce James Bond, il est mieux pendant 7 mois Pendant 7 mois, le mec, il pète un câble. C'est horrible. Un mec que j'ai eu qui était dans James Bond, c'est Christophe Waltz. Génial. T'as eu Christophe Waltz ? Ouais, j'ai eu Christophe Waltz en interview. Et par exemple, le mec, il déteste les interviews. Et le truc que j'avais lu, c'est c'est très difficile de l'avoir en interview parce qu'il est horrible. Et vraiment, il est méchant. Et je me dis, ouais, c'est une légende, c'est bon. Là, j'arrive à l'interview, je crois que c'est une meuf du Figaro, elle sort en pleurs. Non, c'est vrai, il est méchant. Ouais, il est méchant parce qu'en fait, il veut te montrer à quel point tes questions c'est de la merde. Oh non, tu viens de tuer un mythe là. Mais non, mais après, moi, du coup. Ah oui, toi, t'es arrivé, t'as sorti. On a trop rigolé. C'est vrai ? J'ai trop rigolé avec lui, on s'est tapé des barres. Il suffit d'être un peu inventif en fait, plutôt que de dire alors pourquoi tu t'appelles comme ça. Ça va être très dur pour vous parce que même pour toi encore, je trouve que Baptiste, ça va dans l'humour. C'est pour ça que t'étais un des meilleurs intervieweurs que. Je te donnerai ton billet juste après. Mais non, mais c'est vrai, c'est parce que tu te creuses. Parce que encore, toi, je trouve dans l'humour, sur les junkets cinéma, c'est différent, mais par exemple dans la musique. Vous tapez toujours les mêmes questions. Ouais, c'est un délire. Hein. Moi, après, j'aime bien. Et moi, mon jeu préféré, c'est d'essayer de répondre différemment à chaque fois, tu sais. Claire est un exemple de média training pour tous les artistes qui devraient écouter ces... Non, mais c'est vrai, moi-même, ce que j'aime aussi avec les artistes, c'est qu'ils m'apprennent beaucoup de choses. Big Flo et Oli m'ont appris énormément sur le web. Voilà, on pourrait penser tellement bien le web, on pourrait penser que c'est, on croit que l'attachée de presse c'est tout et qu'elle dit à ses artistes de faire ci ça, pas du tout. Ils m'ont appris énormément et c'est ce qui fait aujourd'hui que je pense je fais bien mon travail en partie d'avoir débuté avec eux. Et Claire aussi, elle est incroyable parce qu'elle elle vraiment c'est ça, elle ne répond jamais la même chose et à chaque fois, je sais pas si je te l'ai déjà dit, je le dis aux gens, c'est que je ressors avec une info en plus, une leçon en plus et vraiment un truc où je me dis putain, c'est vrai que je devrais réfléchir à ça ou je devrais changer ça et elle m'apprend des choses et j'espère que je lui sers à quelque chose, mais en tout cas elle me sert beaucoup dans mon métier et dans ma vie personnelle. J'ai lu des livres grâce à elle parce qu'elle est inspirante. Bon là il va falloir balancer, mais est-ce que vous avez déjà eu des moments vraiment de gêne en promo, même toi que tu as vécu de l'extérieur? Oui, il y a peu de temps. Ouais, on a eu plein de sans dire bien sûr le média, tout ça, mais qu'est-ce qui... c'est quoi, tu penses à quoi? À la photo à 2 cm de ton visage. Ah oui. Ouais, il y avait un photographe et il prenait des photos de moi. Je vais pas donner trop de détails comme ça, c'est impossible de savoir qui c'est, mais il prenait des photos de moi sans son masque. Oui, parce qu'en ce moment, on met son masque quand on fait des photos. Et j'ai dû lui dire, monsieur... À 2 cm du visage. Et ton masque. Genre,
Et puis tu sais, non mais en fait, il y a les journalistes qui sont super sympas et qui te considèrent comme étant leur égal. Moi, j'aime trop les relations d'égal à égal. C'est ma passion dans la vie. C'est ce que j'ai souvent dit. Toi, j'ai réfléchi à cette idée de... Parce que j'étais avec Nina vendredi pour l'IMS. Et j'ai sorti une phrase. Et en fait, je trouve que des fois, c'est aussi ça, les interviews. C'est qu'en fait, moi, en tout cas, je ne considère pas que je fais une interview. Moi, je fais une rencontre. Ouais, voilà, c'est une discussion. Et t'as des journalistes qui sont très forts pour ça et avec qui tu te sens complètement à l'aise et dans une relation équilibrée, en fait, entre guillemets. Et t'as des journalistes qui soit se sentent très inférieurs et du coup sont hyper stressés, ou alors se sentent comme s'ils étaient en train de te donner l'opportunité de ta vie, quoi. Et du coup, ça c'est problématique un peu, dans les deux sens. Et ce qui est problématique aussi, c'est que une mauvaise interview, quand l'intervieweur est mauvais, l'artiste peut être mauvais aussi parce qu'il n'arrivera pas à s'en dépatouiller, parce qu'il n'arrivera pas à dire ce qu'il veut dire. Que tu le lances sur les mauvaises choses. Et voilà, et après ça fait une mauvaise interview, mais sauf qu'en fait le journaliste on le voit pas. Et c'est l'artiste qui du coup se retrouve avec un contenu. Avec l'image du journaliste, quoi. Ouais. Et t'as eu un moment, tu te rappelles d'une interview, franchement, tu disais qu'est-ce que je fous là ? Après moi j'aime bien je m'adapte pas mal et je tire toujours un peu des conclusions chouettes de la promo et tout, mais j'ai pas de souvenirs traumatisants. J'ai fait Taratata une fois et c'était pas mon expérience préférée. Mais parce que en fait, tu sais, sur les émissions de télé par exemple, en fait c'est pas les présentateurs qui chopent les infos, c'est une recherchiste qui va à la pêche aux infos ou un recherchiste. Et il s'avérait que la fiche me concernant, c'était que des informations fausses. Et du coup, c'était ma première télé à vie. Et Nagui, il me disait des trucs faux. Il me disait donc tu as fait ci, tu as fait ça, tu as sorti telle chanson et tout. Et je disais bah non, j'ai jamais fait ça. Et à la télé nationale. Et du coup, ils ont tout coupé. Donc mon interview, elle dure 30 secondes et demie. Donc voilà, tu vois, des fois, ça arrive que ce soit... Mais ça peut être du côté de l'artiste, si l'artiste est mal à l'aise. Mais souvent, en vrai, quand le journaliste ou la journaliste est à l'aise et pose les bonnes questions et tout, même un artiste un peu timide... il s'en sort bien, quoi. Parce que c'est pas évident non plus de répondre des questions à un inconnu qui des fois connaît mieux ta vie que toi. Ouais, ça c'est étrange un peu. Ouais. Comme quand tu m'as dit que j'étais fan de Cœur de Pirate. T'as eu des moments de gêne toi en là il y a une semaine. Ah ouais. Par téléphone, les fameux phoneurs par téléphone. Chaque date de tournée, t'as le ou les journaux locaux qui t'appellent. Donc là c'était horrible parce que je l'ai vraiment... Mon attaché de presse Nicolas me dit fais-le pour la com, c'est bien. Mais la salle était pleine parce que c'était 200 places, tu pouvais pas vendre plus de places à cause du Covid. Donc je dis mais c'est ridicule, pourquoi tu veux communiquer dessus? Il me dit non mais vas-y fais-le et tout. Et il a dit je vais demander les questions par mail. Il m'a dit les questions qu'elle avait envoyées. Disons les questions étaient vraiment, mais c'est vraiment Wikipédia quoi. Vraiment une fois moi j'ai eu un gars au téléphone et j'entendais le scroll de la souris. Il faisait alors vous dites ah oui, voilà, vous avez... Donc, je voyais qu'il disait Wikipédia en même temps. Et là, j'ai eu des questions, mais mec, que diriez-vous à quelqu'un qui ne vous connaît pas? Bonjour, ça va? Tu veux du shit? Et donc, je répondais des trucs professionnels. Elle me fait, non, mais qu'est-ce que je mets? Et alors, on vous a connu dans Bref? Vous allez en refaire? Je fais, non, mais... À un moment donné, et moi, tu vois, j'essaie d'être gentil, je réponds premier degré et tout, et tu lis l'interview. La meuf met des trucs. Il va refaire une autre saison de pitch. Pas du tout. Enfin, vraiment des trucs. Enfin, l'interview est sortie, personne l'a vu, mais t'as vraiment. Mais les questions, j'en peux plus. Gad Elmaleh dit de vous que vous êtes le meilleur de votre génération. Enfin bon, on est les pires ennemis du monde dans le métier de l'humour, Gad Elmaleh et moi, il y a juste à se renseigner. Mais les gens feront ah oui, non, il a dit ça. Et ils prennent une déclin en 2011. Alors vous êtes timide, mais pourquoi vous montez sur scène? Oh putain, t'as 4 questions, tu dis bon, c'est bon. Une fois, j'ai eu une panne de réseau chez moi et les questions coupaient. Et j'en avais tellement fait à la suite qu'à un moment donné, la question avait coupé. J'ai répondu et la personne m'a dit très bien répondu. C'est-à-dire que je savais déjà les déroulés des questions. Ouais. C'est pourquoi vous êtes timide. Être un grand timide sur scène, c'est pas compliqué. Pourquoi vous êtes timide? Ouais, bien sûr. C'est tellement con. Être timide, être sur scène, c'est pas un peu paradoxal? Ok, très bien. Vous préférez la scène ou le cinéma? Ok, très bien. Et qu'auriez-vous à dire aux gens qui ne vous connaissent pas? Ouais, moi aussi, j'ai tout le temps celle-là. Définissez-vous en 3 mots. Pourquoi Ou le fameux un dernier mot pour nos lecteurs. Et qu'est-ce que... Voilà, puis après, tu regardes l'actu et ils te disent un truc sur le Covid et voilà. Donc non, c'est pour ça qu'un bon intervieweur, c'est hyper important. C'est vraiment génial quand tu as une vraie interview posée. Ils se rendent pas compte, les gens, de ce que c'est, quoi. Là, ça devient une discussion, après, c'est ça qui est cool. Et c'est aussi du respect. Ouais. C'est pas forcément du respect, c'est juste que c'est... Toi, moi, en tant que journaliste, ça me ferait chier d'arriver devant quelqu'un. Non, mais t'as des gens qui sont journalistes parce qu'ils font ça, c'est un gagne-pain.
Toi, tu fais ça parce que tu es passionné par la culture et tout. Ça se voit. Quand tu as des intervieweurs qui sont passionnés, tu les connais, tu es trop content d'y aller. Les interviews, elles sont chiadées de malades. Il y a des intervieweurs qui sont absolument prodigieux. Enfin, et puis moi, j'ai été bercé. J'avais vu les émissions de Tout le monde en parle de Thierry Ardisson. Ouais, moi, tu voyais des gens en interview. Tu te dis, putain, mais l'interview, elle est folle. Elle est folle. Tu apprenais des trucs. C'était impressionnant. Donc, mais le problème, c'est comme le Grand Journal. Enfin, moi, je l'ai raconté plein de fois. C'est un truc off, mais moi, une fois, à l'époque du Grand Journal, où c'était très, 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 très haut, mais où ça travaillait, où tu sentais qu'il ne travaillait plus. Moi, à 17h, on me dit, ce soir, tu fais le Grand Journal. Je dis, ah bon, putain, j'y vais direct. Et on dit, par contre, on n'a pas le temps, est-ce que tu peux écrire tes questions? Je dis, pardon? Écris 3 questions. Question 1, tu mets le nom du présentateur. Question 2, le nom du chroniqueur. Question 3, l'autre chroniqueur. Comme ça, tu réponds, tu fais tes vannes. Et vraiment, mec, j'étais à 17h15 chez moi à Boulogne. Je tapais question 1, bonjour Baptiste, pourquoi vous n'aimez pas votre prénom? Van. Question 2, nanana. Et je suis arrivé, j'ai donné le papier. Et on m'a dit merci, on n'a pas eu le temps de préparer l'interview. Et après, les gens disent, putain, je comprends pas, le Grand Journal, ça a chuté. Bah oui. Quand vous avez plus Bref, quand il n'y a plus Omar et Fred, quand il n'y a plus Bouloud, quand il n'y a plus Guillaume, quand il n'y a plus Yann Barthès, quand il n'y a plus les Miss Météo qui font du bon contenu et que tu prépares pas tes interviews, oui, ça va mal se passer. Ouais. Et toi, Nina, ça te dérange pas justement quand tu as quelqu'un que tu mets en interview, mais tu sais que la personne en face, elle va pas forcément faire le taf. Je me rappelle de quelqu'un, je vais pas dire son nom, qui avait une spécificité en interview, c'est qu'elle n'avait pas de dictaphone. Et cette personne-là écrivait. En fait, imagine, je suis en interview avec toi et je te pose la question, mais elle écrit. Ouais, ça prend 2000 ans. Elle te demande de répéter dans ce que tu dis, c'est horrible. Donc, est-ce que quand tu fais doublement plus attention à ce que tu dis? Parce que tu vois la personne dire, vous avez dit ça? Est-ce que justement, je pense qu'elle faisait surtout des jeunes en interview. Non, elle avait fait Kenji à l'époque. Et quand j'avais vu ça, moi, ça m'avait gêné pour l'artiste. Comment vous faites, vous, les attachés de presse, quand un artiste sort de cette interview-là? Ah, quand il sort d'une interview gênante? Ouais, comme ça. J'essaye de faire que ça n'arrive jamais. Donc, en connaissant le journaliste avec qui je travaille, en sachant qu'il a écouté l'album, en sachant qu'il a eu les infos. Il m'est arrivé, en 7 ans, j'ai oublié d'envoyer une bio à un moment, j'ai oublié d'envoyer un clip, c'est sûr. Mais j'essaye de faire le travail correctement et donc, d'envoyer toutes les infos en amont et de vérifier que la personne a écouté. Je souris, vous ne pouvez pas le voir vu que c'était un podcast. Mais il y a quelques mois, j'ai envoyé maintenant, au début, en fait, quand j'ai commencé à être attachée de presse sur le web, c'était beaucoup de blogs et de passionnés et de gens qui tricotaient avec 3 bouts de ficelle. T'en faisais partie et t'es toujours là et c'est trop bien parce que, t'es l'un des meilleurs, clairement. Et donc du coup quand les gens sont passionnés, c'est assez facile. Et maintenant Internet, ça a grossi, donc il y a énormément de gens et des médias qui sont très très gros, et donc tu as un programmateur, un rédacteur en chef, 15 journalistes, et donc du coup tu parles au programmateur, tu lui envoies l'album, et puis en fait il a pas bien envoyé la bio, et puis le lien il a bloqué entre les deux ordinateurs pour écouter l'album, et le journaliste il oublie de te le dire, et donc en fait tu te retrouves la veille à te rendre compte que le journaliste il a rien écouté, que le lendemain il y a l'interview et que genre en fait non, on fait pas n'importe quoi, et que ce soit un artiste qui a 100 abonnés sur Instagram ou 1 million, en fait peu importe, il a créé quelque chose, il va en parler, donc un peu de respect. Et donc ça m'est arrivé il y a quelques temps, en plus quelqu'un de très 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 connu, où je m'aperçois que la veille le journaliste il a même pas compris en fait le projet. Je dirais rien Professeur du tout. Professeur Raoult. Mais du coup je me rends compte que par texto je sens qu'il y a un malaise, c'est pas fluide quand je lui parle, et du coup je l'appelle, je dis mais j'allais dire son prénom. Je dis mais t'as compris ce que c'était ce projet, c'est pas un projet comme les autres et tout, et il me demande mais du coup elle part en tournée. Je dis non mais t'as pas lu, t'as pas compris. Il me dit tu peux me refaire le pitch. Et en fait il savait pas, et je me suis dit heureusement que je l'ai senti, parce que le lendemain il allait se retrouver face à elle et genre mais la catastrophe. Mais moi à chaque fois je me dis mais si ça se passe je vais me faire virer, je suis tout le temps je vais me faire virer parce que je me dis mais je peux pas envoyer des artistes face à des gens qui... C'est le problème aussi de ce qu'on disait en fait, c'est que les interviews des fois les gens sont trop axés sur des questions. Par exemple là j'étais avec Lims vendredi. Je te dis un truc, si j'avais écouté son œuvre, j'avais rien préparé en question. C'est de l'impro. Et moi, petite anecdote, par exemple. C'est ça le talent.
Non, mais après, toi, c'est aussi parce qu'au final, c'est même pas vraiment des fois de préparer des questions. Il suffit juste d'écouter ce que fait la personne en face. Moi, je me rappelle très bien d'une interview. J'avais calé il y a quelques années une interview avec Tal, avec Vladimir Pandolfo, que je salue, et avec l'attaché de presse, je ne sais plus qui c'était, et elle me dit demain, on va faire l'interview aussi avec Alex Hepburn. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Alex Hepburn. Oui, chanteuse, ouais. Et du coup, on me dit, c'est demain, nanana. Je prépare mon interview, mais c'était à l'époque où j'étais sur À la View, donc je faisais beaucoup d'interviews. Maintenant, je sélectionne un peu plus, donc c'est plus cool. Et du coup, j'arrive et tout interview. Hop, je me dis, c'est cool, je vais faire l'interview de Tal. En plus, ça a l'air trop gentil et tout. J'ouvre la porte, Alex Hepburn en face de moi. On s'était trompé au niveau du planning. Je n'avais rien préparé pour Alex Hepburn. En plus, première interview en anglais. Wow. Du coup, toi, c'est aussi ça, c'est que... mais il peut y avoir des couacs, tu vois, bien Tu peux improviser aussi, c'est des fois, par exemple, c'est juste en fait rencontrer la personne que tu as en face de toi, pas forcément bien sûr. Poser questions. Bien sûr. Non, mais il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des problèmes de planning. Je me suis déjà retrouvée à dire à un journaliste, tu viendras le 16 septembre à 15h, et puis en fait, c'était le 15, quoi. Et donc, du coup, il y a l'artiste, le journaliste va jamais arriver, en fait. Mais moi, j'ai déjà, tu sais, il y a quelqu'un qui remplit mon planning et qui met les adresses des endroits où je dois aller. Et il y avait une mauvaise adresse et je me suis retrouvée dans une banlieue parisienne, mais genre hyper loin pour une promo et tout. Et le gars du taxi me dépose et tout et il dit voilà, c'est là madame et tout. Et je descends avec les instruments et il y avait juste rien, personne et tout. Et du coup, je suis arrivée 2 heures en retard à ma promo. Mais c'est les attachés, c'est ça, c'est les petites mains qu'on voit pas en fait qui font. Ouais, c'est ça. C'est pour ça aussi que moi dans ce podcast, l'erreur est humaine. Oui. C'est pour ça que je voulais aussi inviter pour moi des attachés de presse, des maquilleurs, des managers, tout ça dans ce podcast, parce que la culture, on voit toujours le devant de la scène, mais on voit pas les gens en fait qui font que cette culture rayonne. Parce que par exemple, toi, Baptiste, tu as un mec qui s'appelle Nico, qui est pour moi, après Nina, mais Nina, c'est la meilleure des filles en attaché de presse et Nico, c'est le meilleur des mecs en attaché de presse. Parce que le mec est, il est très bon, Nicolas. Il est trop fort, quoi, ce qu'il fait. Il est incroyable. Il était formé par monsieur Dominique Segal, qui est un peu le meilleur dans le cinéma. Voilà, qui est très très fort. Ouais. C'est aussi ces gens-là. C'est un personnage, c'est vraiment. Ça va plus exister, des gens comme ça. C'est un monsieur. Qui sont toujours très bons, qui est très classe. Comment tu vas? La grosse voix. Je vais parler de toi, Claire Chazal. Et puis non, mais il le fait vraiment. Hein. Et un jour, t'es un dimanche aux 20h. Bonjour. Avec le périph' derrière. T'étais sérieux. Mais c'est des personnages vraiment attachants. Mais Nicolas, il est super. Mais il y a une armée de gens. De cette team de Dominique Segal qui sont genre Emily Kindinis, tout ça. Enfin, ce genre d'attachés presse qui sont absolument. Scheherazade, ils sont dingues. C'est même des collègues, quoi. Tu les vois dans des émissions, t'es content de les voir, même si t'es pas ton attaché de presse ou pas, tu leur parles, puis tu les trouves forcément sur des promos de films ou quoi. C'est des gens qui t'accompagnent, c'est hyper important. Et j'ai une question un peu en mode curieux. Tu te souviens de ton premier en interview, ton premier... Non, s'il vous plaît, on avait dit pas cette question. Ton premier, tu t'en souviens ou pas? Parce que ça va, j'adore quand les attachés de presse font ça des fois. Excusez-moi, on avait dit pas cette question. Merci, désolé, pardon. Ah, ok, wow. Bon, alors, les projets, c'est quoi Ouais, non, je déteste faire ça parce que... Parce que je vois que c'est pas ta nature. Ouais. Mais une fois, tu te souviens de la première fois que tu l'as faite? Non, mais je suis timide, tu vois, moi aussi. Et du coup, ce métier, c'est compliqué quand t'es timide. Mais ça aide en même temps. Ouais, mais donc couper une interview, très compliqué parce que pour moi l'artiste et le journaliste sont à égalité justement, donc je défends l'artiste mais je travaille avec le journaliste aussi, et donc en fait j'ai pas envie d'en privilégier un plus que l'autre, même si bien évidemment t'as quand même des journalistes qui tentent des fois, t'as beau dire avant parlez pas de ça. Non mais quand le journaliste par contre il force, parle de ta mère qui est morte. Non, horrible, ça c'est pas possible, donc non, bien évidemment je suis du côté de l'artiste parce que je suis son attaché de presse, mais j'essaye de... je sais pas, ça doit être le talent, mais moi, ça se passe toujours bien. Je suis déjà partie d'une promo, au milieu d'une promo, avec... c'était pas avec toi, c'était avec une autre attachée de presse, c'était Emma, je pense. C'était pour de la radio, alors. Moi, j'ai aucun trauma avec toi. Parce qu'il y avait quelqu'un qui est vraiment une très mauvaise personne, que je déteste profondément et qui est horrible. Il y en a beaucoup dans l'industrie de la musique. Et en fait... c'était une promo. On m'avait dit, tu verras, il y aura plein d'autres artistes que tu connais, ça sera à la radio et tu seras avec plein de collègues un peu. Et en fait, je suis arrivée, j'étais toute seule avec ce gars que je connaissais pas, sauf de réputation et qui a traumatisé des potes à moi, quoi, en gros. Et j'étais en mode genre, ok, mais ils sont où les autres artistes, du coup? Et ils étaient là, genre, ils ont annulé malheureusement, mais on a oublié de vous prévenir. Tu sais, vraiment le non-respect, quoi. du coup, ils avaient pas voulu me prévenir pour pas que j'annule. Ouais. Je suis arrivée, j'ai commencé, le truc, c'était l'enfer. Et j'ai dit à mon attaché de presse...
faut y aller. Et elle m'a dit, ok, et tout. En plus, c'était une stagiaire à l'époque et elle était toute paniquée. Elle était en mode, mais je dis quoi? Je lui dis, je sais pas, dis que j'ai un truc de prévu et tout. Et franchement, elle a géré, elle était là, bon, on doit y aller, mais vraiment au milieu de l'émission, quoi. Je suis partie. J'étais là, genre, non, en fait, c'est pas possible. Des fois, c'est rare quand même. Moi, ça m'est arrivé une fois. Et j'ai réussi à partir. Et c'est aussi, un peu le rôle de l'attaché de presse, du coup, de dire, non, quoi. Genre. En fait, quand t'es attaché de presse, tu te prends un peu tous les trucs pas cool aussi dans la gueule. Ouais, mais des fois, tu te retiens parce que non, mais moi, ça m'est arrivé de faire. J'ai fait avec une personne assez connue. Hein. Tu fais 2 fois la même émission en 2 ans. T'as quand même 2 ans. Hein. J'ai eu les mêmes questions dans l'ordre. Ah, je crois savoir. Mais les mêmes questions. Hein. Les mêmes. Hein. Même radio, même siège, même endroit, même attaché de presse. Et chaque question, je dis, mais c'est le spectacle, les films, les mêmes questions. Et à chaque question, je regardais mon attaché de presse. Je dis, mais c'est une blague, tu vas dire un truc. Et il m'a dit merci d'être resté. J'ai senti que tu avais envie de te barrer, mais parce que si tu te barres derrière, après, ces autres invités sont niqués. Mais des fois, t'es vraiment corpo, hein, mais tu sais très bien de qui je parle. Mais des fois, t'as un non-respect. Puis il y a un non-travail, en fait. Il y en a qui s'en battent les couilles. Hein. Non, ils travaillent plus. Hein. J'ai trouvé ça intéressant, Baptiste, que tu poses une question à Nina. Et justement, c'était une des séquences. C'est est-ce qu'il y a une question que vous voulez poser à un autre invité? Justement, une chose que vous avez toujours posée par rapport à l'autre invité, ou même vous deux, hein, vous connaissez très bien, Pomme et moi, Nina, c'est tout de moi, je crois. Ouais, vraiment. En vrai. Vraiment beaucoup de choses. Franchement, moi, je suis pas du tout. Oui, sur la conversation, quand je suis arrivé avant l'émission, oui. Vestibulite. Vestibulite, on est sur un. Non, mais moi, je suis pas. Un niveau d'intimité assez élevé. Je suis pas timide, moi, pour le coup. Ouais. Donc voilà. J'ai rien de. Mais je réfléchis à une question. Mais il n'y a pas des questions où vous vous êtes posé par rapport, par exemple, toi, Baptiste, par rapport à la musique? Est-ce que des choses, des fois, tu te demandes comment ça se passe dans la musique, ou inversement, toi, par exemple? Je sais que c'est très très compliqué. Je vois ma production, ils ont des artistes, ils ont des chanteurs et tout. Ils disent, déjà, le nom, t'as le producteur et t'as la maison, pas la maison d'édition, mais t'as le maison de disque. Le label. Généralement, le label veut pas, ou un tel veut pas, la maison de disque veut pas. Enfin, c'est vraiment. Il y a beaucoup d'interlocuteurs plus que dans le cinéma. Beaucoup. Ouais, ça dépend. Après, le cinéma, c'est plus. Je sais pas. Enfin, moi, tu sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de film, mais dans le cinéma, j'ai l'impression que tu fabriques plus. Il y a un côté plus spot. Moi, mais j'ai vraiment un côté, vraiment, c'est le fait d'avoir des enfants, je te jure. J'ai plus envie de perdre du temps à dire viens, on se boit un coup, viens, on parle, t'as des projets, viens, parle-moi de trucs, et on te dit va boire un coup avec lui, c'est important. Il y a un petit côté fou. Non, mais énormément. Énormément. Moi, je le vois. Mais énormément, gars. Les attachés de presse, musique, cinéma. Alors, je veux dire, mais est-ce que c'est plus focus, tu trouves, dans le cinéma ou dans la musique? Je trouve que c'est focus de ouf dans le cinéma. Et je pense que le cinéma, ce qui est pire, c'est que c'est énormément sur les apparences, malheureusement. Et tu vois, quand tu vas à un casting, t'es beaucoup, même si tu t'es jugé sur ton jeu, t'es jugé aussi sur ta gueule. Ce qui est très violent au cinéma, surtout, c'est que moi, ça, je l'ai vu, c'est à la fameuse soirée chiffres. La soirée chiffres, c'est immonde parce que tu fais la promo d'un film pendant des semaines, des mois, et le film sort. Les premiers chiffres tombent et ils sont pas bons. Et après, tu as vraiment les attachés de presse ou les gens qui sont un peu en off, qui disent non, mais en vrai, le film, il est pas ouf. Alors que pendant 2 mois et demi, tu as un mec qui est venu toutes les heures en première, il dit ouais, c'est cool, les gens, ils sont bien réagi et tout. Et d'un coup, le mec, tu dis attends, t'aimes pas le film? Non, mais c'est pas que j'aime pas, mais il manque un truc. Et t'entends les chiffres font ouais, c'est pas bon, on est dans la merde. Ah, la soirée chiffre, c'est la première soirée où. La soirée chiffre, c'est le pire moment du monde. Où c'est le premier soir pour voir combien d'entrées il y a eu. Tu sais si le film va marcher ou pas. J'ai une pote qui est allée la semaine dernière. Non, mais c'est il y a des réalisateurs traumatisés, pourtant des gens expérimentés. Tu vois, Maurice Barthélémy, qui est un mec adorable, il ne veut plus faire de soirée chiffre. Dans la musique, c'est pareil. Nous, il y a la première semaine de chiffres. Non, mais je vais même te dire. Oui, mais on fait pas de soirée, quoi. À tel point, c'est horrible. Je vais même te raconter à tel point, c'est horrible. Je fais un film avec Lucien Jean-Baptiste et clairement, TF1 dit à la place de Baptiste Caplin, on aimerait bien avoir un autre humoriste plus connu. Et vraiment, si vous le prenez lui, on vous rajoute 1 million d'euros au budget. C'est horrible. Et donc, vraiment, ils disent Baptiste, on l'aime bien. Et Lucien, il préfère Baptiste. Et c'est pas l'autre et tout. Bon, tant pis, on vous donne pas l'argent. Donc, tu fais le film dans une économie très réduite. Et tu sais que le film. Ton réal et ton producteur, Farid Lawassa et Lucien Jean-Baptiste, ils ont vraiment milité pour toi. T'arrives à la soirée chiffre et t'es là comme ça, t'attends. Donc tout le monde est un peu stress et tu vois les gens de TF1 qui arrivent qui font bonjour. On est fan de vous, Baptiste. Et non, ils disent rien. Et ils s'assoient et t'as les premiers chiffres qui commencent à tomber. Et là, t'as ce truc, tu regardes. En fait, t'es au rez-de-chaussée. Généralement, il y a un bon cocktail, c'est cool, tu bois des coups. Là, il y avait un match de foot, on regarde le match de foot. Et tu sais qu'en haut, ils sont tous au téléphone. Ils appellent, ils font « Allô, le cinéma de Quimper? Ouais, alors combien? 37. Ok, 37.
Merci. Allô, Brest? Ouais, combien? 12. Ok, 12. Ok, donc ça fait 49. Ok, donc Guingamp, 4. Et ils font par région, comme ça. Et à la fin, tu sais combien. Avec la Fnac, Cultura. Ah, mais c'est horrible, hein, mais ça dure très longtemps. Mais Ouais, ça dure prend des heures et des heures. bah oui, ça prend des heures. Et en fait, le signal qui est pas bon, c'est que tu attends. Donc tu vois vraiment ton producteur qui est stressé. Et les gens attendent. Et tu te tournes. Et là, tu vois des stagiaires commencer à faire. Bon. Alors, on va ranger les verres. Et qui font comme ça. Ça, ce son-là. Ça, celui-là. Tu fais. Mais attendez, il est 22h15. Mais c'est pas bon. Et là, les gens de TF1 prennent leur veste. Ils font au revoir. Et ils te regardent pas. Tu dis au revoir. Ils font. Et voilà, c'est terminé. Et là, tu es avec ton prod. Tu dis Farid, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Et tu rentres en taxi. C'est horrible. Tu rentres en taxi. Et là, tu fais plutôt, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Ça arrive. Et là, c'est terminé. Le film est fini. Depuis le Covid, ça doit se passer beaucoup comme ça quand même. Non, mais c'est encore pire. Mais t'as vraiment des histoires catastrophiques. Hein. Enfin, tu vois, Alex Lutz, on peut le dire. Alex Lutz, il a eu un César pour son film. Comment il s'appelle Guy. Guy, ouais. Le premier film que fait Alex Lutz ne marche pas du tout. Alex Lutz, il était en pleurs. Bah C'est le premier film avec ses potes là, qui était très très bon d'ailleurs. Ouais, mais la liste de mes envies, c'est pas ça, un truc comme ça. Ouais, je sais plus que c'est ça. un excellent Mais film. en pleurs. Vraiment, les gens disaient le lendemain, le jeudi, Alex Lutz, il était pas bien, il était au fond du trou, fin de carrière, t'as l'impression. Et il y a des réals, ils sont niqués. Hein. Il y a des réalisateurs, un premier film qui marche pas, t'es niqué. C'est terminé. Ça peut faire pareil pour un premier album, un premier EP. Mais ça peut faire ça aussi, mais je sais pas si c'est aussi soudain. Parce que t'as vraiment des mecs qui calculent, qui disent le coefficient de rentrée, machin, c'est fou quoi. Et la différence, c'est qu'un film, tu peux pas le mettre après. Par exemple, un artiste qui se rate sur un EP, il peut rebondir avec Internet maintenant aussi. Ouais, voilà. Et puis après, t'as toutes les fameuses phrases. T'en as fait des soirées chiffres? Non, jamais. Non, mais après, t'as pas des gars soirée, qui sont hyper gentils, ils sont là, t'es avec le comédien principal, puis il y a des films, des fois tu prends beaucoup d'argent, hein. Des fois il y a des gens qui ont gagné des sommes colossales et tout, ils ont plombé le budget, le film marche pas, et les gens ils sont là, il y a des gens qui essaient de faire des phrases cool. Ah, putain, il a fait beau aussi aujourd'hui, les gens ils vont pas au cinéma. Toi, t'entends toutes les phrases possibles et imaginables, et t'as des gens qui sont ruinés, t'en as d'autres qui disent bon voilà, maintenant, à mercredi prochain, j'ai un autre film qui sort. Et après, t'as des soirées chiffres extraordinaires, genre Bienvenue chez les Ch'tis, et la légende raconte qu'il y a un mec qui s'est mis une trompette dans le cul. Parce que apparemment le mec il disait on va faire 16 millions. Ouais, il s'est mis une trompette dans le cul, génial. Ah mais voilà, mais c'est parce je pense qu'on devrait finir là-dessus. Des trucs qui sont absolument improbables. C'est une légende, hein. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais la légende de la trompette dans le cul. Mais gars, mais la soirée chiffre de Bienvenue chez les Ch'tis, la trompette dans la vestibulite. Oh, putain. Mais la soirée chiffre de Bienvenue chez les Ch'tis, ça devait être genre ils savaient les mecs que minimum ils feraient 16 millions d'entrées. Mais là c'est le jour même. Ouais, le jour même. Ils savaient. C'est un quart des Français quoi. Mais après je sais pas s'il y a des cas, alors après c'est des trucs horribles, mais c'est vraiment des trucs traumatisants parce que des fois t'es avec des amis qui t'ont fait confiance, qui te mettent sur un film. Moi je suis arrivé à la soirée chiffre de Libre Assoupi, la big boss de la nana qui distribue le film. J'arrive avec ma fille, elle avait 3 mois, j'avais le porte-bébé. Je monte tout à l'étage et tout. Toutes les filles, il y avait Émilie qui me disait les vidéos. Et je vais voir la boss, la big boss, hein. La big boss boss. Hein. J'ai dit bonjour. Et elle m'a rien fait. Vous êtes? Je suis le comédien principal. Ah oui, bonjour Jean-Baptiste. Voilà, Baptiste. Ah ouais, et voilà. Et donc le gars, tu sais, tu dis elle a vu le film. Elle l'a vu le 2e jour du tournage. Ah ouais, ok. Bon, là c'est niqué de base, hein, en fait. Là, tu sais que c'est niqué. Hein. La big boss te connaît même pas. Ouais. Je suis le comédien sur l'affiche. Ah oui. Et l'affiche est derrière. Merci Francis. Merci. Hein. Horrible. Waouh. Okay, bon, la dernière chose, justement, on va pas finir avec la trompette dans le cul. Avoue que c'est une belle légende. Ouais, c'est une très belle légende. Tu parlais au tout début qu'un attaché de presse, c'est quelqu'un qui partage ses coups de cœur. Et justement, j'aime finir avec cette idée de transmission. Quelle est la dernière chose que vous avez lue, vue, n'importe quelle œuvre qui a pu vous toucher et dont vous aimeriez en parler? Allez-y. Moi, j'ai lu... tu connais Lorraine Bastide, qui a un podcast qui s'appelle La Poudre? Oui. J'ai lu son livre qui s'appelle Présente. Et c'est hyper beau. Enfin, c'est au-delà de beau, c'est hyper instructif et émouvant et chouette. J'ai adoré. Je conseille à tous et à toutes. Ok, Lorraine Bastide. Vas-y. Hein. Moi, c'est l'album de Ichon. J'ai découvert Ichon grâce à Mehdi Maizi. Ouais, très très bien, Ichon. Donc Mehdi Maizi, si tu nous écoutes, merci, je t'aime. Non, il a fait une interview dans son podcast sur Apple, Le Code.
Et j'ai découvert du coup ce mec sans avoir écouté. J'aime bien faire ça aussi des fois, parfois regarder une interview et me dire ok, le mec a l'air cool, je vais aller écouter. Et en fait j'ai écouté et j'ai adoré, et son album est incroyable. J'aimerais tellement être son attaché de presse. Quand j'adore un artiste, j'ai tout le temps envie d'être l'attaché de presse des artistes en fait, parce que je les aime. C'est trop mignon. Et donc donc Ichon, c'est sublime. L'album il parle beaucoup d'amour et il en parle bien, il écrit bien, les prods sont bien. Et faut écouter. C'est très, particulièrement pourtant, je trouve que ce titre est très beau. Et toi, Baptiste un truc, non mais évidemment j'ai envie de dire Ben Mazoué parce que j'ai la chance d'être son ami depuis longtemps. Il m'a envoyé son nouvel album en exclusivité, il est absolument incroyable et bouleversant. Donc Ben Mazoué, valeur sûre. Mais j'ai envie de dire, alors attends, tu vas te foutre de ma gueule, je suis sûr, mais j'ai découvert The Office avec Steve Carell que maintenant. Oh putain. Le mec je suis tellement en retard. J'ai été accusé d'être copie comique, le mec à la pointe de la culture et tout. Mais Steve Carell, je suis amoureux de Steve Carell. Vraiment là, mais j'ai jamais vu un génie pareil en termes d'humour. Et il m'a fait pleurer. Mais The Office avec Steve Carell, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont passés à côté comme moi. Mais mater cette série, c'est absolument incroyable. J'ai jamais vu un mec aussi bien jouer. Une palette d'émotions absolument. C'est dinguissime. Et comment ce mec ne peut que percer, il a percé très très tardivement. Mais Steve Carell est un génie. Steve Carell est un génie. Voilà. Moi, mon coup de cœur. Oui, c'est quoi ton coup de cœur, David ? Je voulais finir. Je crois que Baptiste a 2 livres à côté. Normalement, tu en as plusieurs. Juste dans le petit angle, regarde juste là. Ah, dans le petit angle. Ouais. T'as Mon ami Dahmer et juste à côté, tu en as un autre qui doit s'appeler Kent State. Je sais pas si tu le vois. Ouais. Et il y a un livre qui s'appelle Kent State normalement. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est un livre de Derf Bagderf. Difficile à dire. Tu lis beaucoup de BD, en effet, je suis sur ton Instagram. Ouais, en fait, merci le confinement, parce qu'avant, je lisais beaucoup et j'ai arrêté. T'embête pas, Baptiste, t'inquiète pas. Et en fait, donc le premier, pas le premier, mais en tout cas, Derf Bagderf a fait ce livre qui s'appelle Mon ami Dahmer, qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il a côtoyé pendant des années ce mec qui s'appelle Dahmer au lycée. Et le jour en fait où il se quitte, il était un peu chelou, Dahmer et tout. Le jour où il se quitte, le lendemain, il devient un des plus grands serial killers des États-Unis. Non, c'est génial. C'est ça. Et putain. T'as Kent State qui est un livre en fait sur la période du Vietnam. Où en fait, les lycées, les universités ont commencé à se rebeller. Et je crois qu'il y a un film qui sort sur Netflix sur cette histoire-là il y a quelques jours. Ça dit quelque chose, ouais, ça. Ouais, je sais plus comment il s'appelle, je le mettrai dans la légende. Mais c'est ce moment en fait où les universités américaines ont commencé à se rebeller pour ne pas aller en fait au Vietnam. Ouais. Et en fait, les gens, les politiques et notamment Nixon, ont eu peur en fait de ces étudiants. On dit que c'était des communistes qui étaient des assoiffés de sang. Et en fait, la police a un peu pété les câbles, un peu pété un câble justement à Kent State et a fusillé des étudiants. Mais j'ai déjà entendu ce truc-là. Et c'est vraiment, je vous conseille, Bagderf en tout cas, c'est assez incroyable. Et Mon ami Dahmer, c'est un. Non, mais Mon ami Dahmer, on a tous dit, dans toutes nos classes, on a tous dit, lui, je suis sûr, c'est un serial killer. On va dans lui, il est pas net, lui, il est. Ouais. Non, c'est génial. Et lui, il a vraiment eu cette personne-là dans sa classe. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Et en plus, Bagderf fait un travail incroyable à chaque fois sur ce qu'il fait. C'est que c'est une vraie enquête et il met tous les éléments. Et je crois qu'il y avait une photo d'ailleurs de Bagderf. Je sais pas si on la voit, mais c'est hallucinant. Ouais, y a des images, et il se dit en fait, il voit en fait les petits éléments qui vont faire de ce mec un serial killer. Genre quoi, genre il se plantait son compas dans la main ou un truc comme ça Déjà, le mec adorait faire, désolé pour le terme, il adorait faire le gogol. Donc il faisait comme ça, il se mettait tout le temps en fait pour faire rire les autres, alors qu'il n'avait pas de problème. Mais c'était parce qu'il était très insociable et il faisait toujours la même blague pendant 2 ans. Donc c'est un vrai taré. Et on voit d'après les éléments que Dahmer a commencé aussi avec les animaux. Ouais, mais ça, c'est typique. Si t'as vu des séries ou des films sur les serial killers, ça démarre par les animaux. Le dépeceur de Montréal, il faisait ça. Hein. Ouais. À Mandeville. Lucas Rocco-Magnotta. Oh là, tu connais beaucoup trop son prénom. Tu as regardé d'ailleurs le documentaire qui était incroyable sur Netflix. Il est incroyable. Moi, j'ai pas voulu. Hein. J'ai commencé, puis dès qu'il fait du mal aux animaux, mais moi, ça me stresse parce que j'ai le fils d'un ami qui a tué 2 hamsters. Donc voilà. Je pense à ça et ça me stresse du coup. Suis-le sur Instagram. Non, il a 8 ans. Suis-le sur Instagram quand même. D'ailleurs, si tu veux voir un truc qui est ouf, regarde si c'est le bon titre.
Je te conseille sur Netflix, il est très difficile à trouver, ça s'appelle Tickled, T-I-C-K-L-E-D. Et en fait, c'est l'histoire d'un concours de chatouille qui a eu lieu. Ah oui. Je crois que je t'avais déjà conseillé ce truc. Je connais, ouais. C'est un concours de chatouille qui a eu lieu en fait en Australie. Oui, non, le journaliste est néo-zélandais et du coup il a été aux États-Unis en fait pour découvrir ce concours de chatouille. En fait, c'est des vidéos de gens qui se font chatouiller et tu dois résister. Et en fait, il a commencé à vraiment enquêter et il a vu que les gens en fait étaient payés, qu'il y avait une sorte de manipulation mentale aussi pour ces gens-là, que c'était après des vidéos porno de chatouille et que le mec qui a créé ça, c'est un vrai taré. Oh mon Dieu. Et il n'y a pas de mort et tout, mais c'est même... C'est de la torture, la chatouille. Hein. Ouais, mais je trouvais que justement Don't Fuck With My Cat, était plus gentil que Tickled, qui est horrible psychologiquement. Ah ouais. Ça finit toujours mal les chatouilles. Je sais ce que j'ai 2 filles, je fais des chatouilles tous les jours, ça finit toujours mal. Mais non, mais il y a un truc qui est insupportable en fait. Il y a un truc qui est malsain un peu. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas malsain. Ouais, c'est malsain. Non, mais pas malsain. En fait, c'est la culture de ah non, tu vas pas le faire. Donc tu le fais. Et puis comme t'entends des rires et que tu continues, et à un moment donné, dans l'étouffement, t'entends plus le. Bah oui. Ce que je disais. C'est désagréable au bout d'un moment. C'était une vanne que j'avais. Je l'ai pas gardée cette vanne, mais je disais que la relation homme-femme, un couple qui dure longtemps. C'est ça, c'est comme une partie de Gilly. Au début, ta meuf, elle t'aime pour un truc. Après, elle va commencer à dire c'est un peu relou. Et après, elle va te détester pour ce truc-là. Donc, les Gilly, c'est pareil. C'est t'es con avec les Gilly. Arrête. Ah, putain, merde, je déteste ça. C'est exactement le même procédé, en fait. Et en fait, c'est ma grande, elle fait que ça. Elle déteste les Gilly sous les bras. C'est horrible. Et au début, elle est morte de rire. Et à un bout d'un moment, elle a plus d'air. Elle fait non, je déteste ça. Mais on le fait tous les jours. Parce que je sais qu'il y a 3 secondes de rire. Et 5 secondes de détestation. On y va là. Merci beaucoup en tout cas. Et on va conclure en disant que... sur la torture des chatouilles. Non, on va conclure en disant surtout que il faut lire le livre de Lorraine Bastide. Oui. Il faut se méfier des hamsters. Il faut faire attention à la vestibulite. Très important. Il faut écouter du Hichon. Et du Pomme aussi. Et du Pomme, bien sûr. Non, mais lâche pas le cinéma, Pomme. T'as vraiment un truc très... cinématographique. Non, mais t'as un truc, très charmant. Vraiment. Bah, j'y vais. Non, mais en vrai, je devais faire un film et il est décalé. Voilà, c'est la vie du cinéma. J'apprends à connaître le cinéma. Ça a l'air très compliqué, le timing au cinéma. Non, mais t'inquiète pas, ça viendra. Et Baptiste, je te laisse découvrir des séries qui sont sorties en 2020 aussi, ça serait pas mal. Non, mais ça va être super. Non, mais je vais rejouer à The Last of Us je l'ai fini pour la 3e fois. Ouais, parce que vraiment, Baptiste, on est à un niveau sur The Last of Us, c'est qu'on l'a fini ensemble, vraiment à distance, et qu'on s'envoyait des vidéos pour de montrer... nous en train de jouer, en train d'attendre où et en train de dire, regarde, là, à ce moment-là, on voit ses poils qui bougent. On est tellement fan du jeu. Si t'as jamais joué à The Last of Us, je te le conseille. C'est une aventure incroyable. Attends la série qui sortira sur Amazon. Moi, je ne joue qu'à Fortnite. Ah, c'est Amazon? Non, c'est... Tu joues à quoi? Je ne joue qu'à Fortnite. Oui, Fortnite, elle a la technique du buisson. Elle reste dans les buissons, elle fait que ça. Ouais. Tu vois la meuf qui est comme ça, on la voit pas pendant tout le jeu. Tu peux faire des. Non, mais je fais top 2 avec ça. T'as des persos exhibitionnistes dans Fortnite? Bah, ça fait vraiment ça, genre coucou. Ah mon dieu, je l'avais pas vu. Tu sais, il reste plus que 2 jours, la personne est en train de jouer, elle se dit mais putain, je suis tout seul sur la map et là Nina, tu vois un buisson qui arrive qui se